Bonjour tout le monde. Alors, on va poursuivre avec notre deuxième moitié du thème 5 qui porte sur la génétique. La génétique va nous amener à faire des exercices, à résoudre des problèmes. Donc, c'est une portion de la biologie qui s'apparente peut-être plus à de la résolution de problèmes comme vous êtes habitué de faire en mathématiques, par exemple. Euh, Par ailleurs, pour être en mesure de répondre à ces problèmes, il faut qu'on cadre une méthode particulière, mais aussi une terminologie. Donc, là, je vous dirais, dans le fond, comment qu'on va aborder tout ça. C'est, ben, comme d'habitude, aller compléter là, nos différents éléments. Puis, en fait, il y en a ici qui sont disparus. Donc, ça, vous allez les retrouver là, dans ce document-là, le thème 5B, les concepts clés, le document PDF qui porte là-dessus. Parmi, il y a un autre document PDF qui se trouve à être celui-là. Donc, ça ressemble un peu à ça. On va avoir un document PDF d'une 13aine de pages où on a tout d'abord sur la première page la méthode de résolution de problèmes en génétique. Sur la deuxième page, un petit exercice sur lequel je reviens dans un instant. Puis finalement, on va avoir un problème de génétique si parfois c'est un seul problème sur une page. Puis on a différents exercices ici. En fait, là, dans les prochaines vidéos qui vont suivre, je vais vous présenter un solutionnaire pour chacun de ces problèmes-là. Donc, je vais vous démontrer là, par vidéo comment résoudre tous ces problèmes-là du document d'exercice qui est ici. Par ailleurs, d'autres exercices vous seront proposés sur Classroom pour lesquels vous allez devoir le faire par vous-même, puis avoir accès à vous corriger, bien entendu. Donc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, dans le cadre du présent vidéo, ce qu'on va faire, c'est donc défricher là, toute la matière. En fait, ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est cadrer la terminologie. Essayer de comprendre c'est quoi les concepts qui sont sous-jacents à la résolution des problèmes de génétique. Mais pour ce qui est de la résolution comme telle des problèmes de génétique, là, avec cette méthode-là qu'on a ici, ça suivra dans une série de vidéos là, qu'on pourra aborder par la suite. Mais aujourd'hui, dans le présent vidéo, on va vouloir quand même répondre, être capable de trouver réponse à ce glossaire-là, où on a une série de mots ici comme ça, là, qu'on doit placer avec les bonnes définitions. Donc vraiment, l'objectif pour tout de suite, là, c'est de cadrer là, les différents concepts, les différents termes qui sont employés en génétique. Donc, si on commence avec notre premier concept, le chapitre 14, section 14.1, Mendel, qui est un monsieur, Gregor Mendel, a découvert les deux lois de l'hérédité en utilisant l'approche scientifique. Donc, si on va voir les figures du chapitre 14, qui ressemblent à ce chapitre-là ici, on va procéder par figure pour tout de suite. Donc, Gregor Mendel, c'était un moine autrichien, il me semble, à moins que je me trompe, là, mais il me semble Europe, qui, à la fin du 19e siècle, là, vers 1860, a procédé à beaucoup d'expériences de botanique pour mettre en évidence les principes fondamentaux de la génétique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, la génétique puis l'hérédité, c'était un peu mystérieux. On n'avait pas vraiment d'idée sur les éléments responsables de la transmission des caractères par la reproduction. Autrement dit, on n'était même pas certain exactement du fonctionnement des spermatozoïdes puis des ovules. On pensait que les parents mélangeaient des fluides, jusqu'ici tout va bien, mais que ces fluides-là se fusionnaient pour donner une descendance, une progéniture ou des enfants qui était une espèce de mélange, là, comme si on mélangeait un peu des couleurs en faisant de la peinture, là, sans vraiment comprendre le fonctionnement exact. Donc si on essaie de trouver Mendel,
Je sais pas si vous avez une idée, mais en fait, c'est celui-là ici qui tient dans sa main une plante. Donc, c'est vraiment, ça a été ça son modèle expérimental, Mendel. Il a utilisé différents types de plantes, mais il est très connu pour notamment avoir utilisé les pois, les petits pois. Donc, ce qu'il faut savoir d'un pois, comme ça ici, c'est que c'est un fruit. Ce qu'on va retrouver là, dans le fruit, ce sont les graines qui sont en fait là c'est comme une graine, c'est comme un bébé pois, puis après ça, ben, on peut prendre une graine comme ça, la planter en terre, puis ça va nous donner, donc si on plantait une graine ici comme ça, une autre graine ici comme ça, une autre graine ici comme ça, ben le bébé va grandir, puis nous donner un autre individu. Puis, dans le fond, ici, on va parler des différentes générations d'individus. Donc, la première génération qu'on va utiliser dans ce qu'on appelle faire des croisements, c'est la génération parentale ou la génération P. C'est la première génération qu'on va utiliser dans un dispositif expérimental de croisement, la génération P. Suite à ça, si on prend les bébés de la génération P, ben on va avoir mettre un bébé ici qui va pousser. Ben la génération suivante, on l'appelle la génération filiale F1. Puis là, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que si on prenait, on reproduisait ces organismes-là ensemble, puis on obtenait une graine qui nous donnerait un bébé, ben on aurait la génération F2. Puis on pourrait continuer comme ça sur plusieurs générations filiales. Là, vous vous demandez peut-être là, comment on fait pour faire des bébés pois. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des végétaux qui sont monoïques, c'est-à-dire sans tomber dans dans une grosse analyse de la reproduction chez les végétaux, là, mais donc dans un végétal, une plante à fleurs comme ça ici, il y a des étamines qu'on appelle avec du pollen, puis le pollen qu'on retrouve ici sur le pinceau, donc on est capable d'aller chercher le pollen ici comme ça avec un pinceau, ben c'est les gamètes mâles. C'est un peu l'équivalent des spermatozoïdes si on veut. Puis dans le pistil qu'il y a ici, il y a comme une espèce de canal. Puis à la base là, du pistil, on va avoir l'équivalent d'ovocytes, des ovules, des gamètes femelles. Donc l'idée dans la nature, c'est que si le vent, par exemple, vient prendre du pollen ici, ou une abeille, par exemple, vient butiner, puis prendre du pollen ici, puis le transporte sur une autre fleur pour venir à la recherche du pollen qui, en passant, se retrouve à être dans le pistil ici. Donc, c'est pour ça que plusieurs animaux butinaires, les insectes butinaires, vont avoir une trompe pour aller chercher le nectar. Puis ce faisant, ben, ils peuvent apporter du pollen qui va germer puis être capable de pénétrer jusqu'à la rencontre des ovocytes. Puis à ce moment-là, s'il y a une fécondation, donc il faut s'imaginer comme un ovule ici comme ça, puis là, un grain de pollen qui est comme un spermatozoïde fusionne, ben ça va nous donner un zygote. Puis ce zygote-là, qui devient tout à coup une cellule diploïde, par exemple, grâce à l'union de deux gamètes haploïdes, ben se divise par mitose, puis va nous donner un fruit ici comme ça. Donc va nous donner toute cette structure-là ici, puis va avoir ici par exemple, ben en fait, on va avoir nos 5 zygotes ici. Donc ça par exemple, on aurait eu une fécondation entre deux individus parce qu'on a un organisme diploïde. Donc, le dispositif expérimental de Mendel, c'est le suivant. On vient couper les étamines d'une fleur. Donc, on l'empêche de s'auto-féconder, parce qu'il y a ça aussi qui est possible chez plusieurs végétaux, étant donné qu'à l'intérieur d'une même fleur, les étamines sont très proches du pistil. Certains végétaux sont capables d'auto-fécondation. Donc, le pollen revient vers le pistil, puis
Là, à ce moment-là, il n'y a pas eu une véritable reproduction sexuée entre deux individus différents, mais c'est une façon de, d'utiliser la reproduction, euh, donc la méiose, mais sans nécessairement faire une reproduction sexuée complète. Une vraie reproduction sexuée, ben, ça va être l'union de deux fleurs ensemble. Deux fleurs de deux individus. Donc ici, le truc, c'est de couper les étamines, d'aller chercher du pollen sur une fleur, puis, dans le fond, de jouer le rôle de l'abeille ou de l'insecte, qui est de façon contrôlée, décider que ben, la fleur blanche ici devient le papa, puis la fleur mauve ici devient la maman. On s'assure que la fleur mauve ne va pas s'auto-polliniser en enlevant ses étamines. Donc, on a fait un détour sur la reproduction, la biologie végétale, mais vous n'avez pas besoin de comprendre le détail de ça du tout. Sinon qu'on a affaire ici à une méthode de recherche contrôlée où on décide vraiment quels individus vont se reproduire avec quels individus. Donc, parmi les observations qu'il a fait ici, puis les modèles auxquels on va s'intéresser à la couleur de la fleur. Donc, Mendel disposait d'une variété de couleurs de fleurs, ce qu'on va appeler le phénotype. Puis là, je vais prendre la peine d'écrire ce mot-là ici. Là. Le phénotype. Le phénotype, c'est, dans le fond, on pourra dire que ça va être l'apparence physique. Mais on pourrait dire aussi physiologique, parce que des fois, c'est pas nécessairement toujours apparent en surface, même que les comportements peuvent être des phénotypes chez les animaux. Apparence physique, physiologique de l'expression d'un gène. Donc, même si Mendel, on savait absolument pas c'était quoi l'ADN, puis les gènes, puis pour nous, là, le phénotype, ça va être l'apparence. Donc, par exemple, ici, on a le phénotype fleur mauve, puis on a le phénotype fleur blanche. Donc, c'est un trait de caractère qui va avoir une base génétique, là, on va y arriver dans un petit instant, mais qui, pour tout de suite, est juste une observation qu'on peut faire qui distingue les individus. Donc, par exemple, on pourrait avoir le phénotype cheveux bruns et le phénotype cheveux blonds. Ce serait des apparences physiques, physiologiques qui découlent de l'expression de certains gènes sous-jacents. Donc, petite observation ici comme ça, Mendel croise un phénotype fleur mauve avec un phénotype fleur blanche à la génération parentale. Lorsqu'il plante les graines de cette génération parentale-là et qu'il fait pousser les plantes, ce qu'il observe, c'est que toutes les plantes ont des fleurs violettes. Je devrais dire violettes plus que mauve. D'accord? Donc, c'est comme si le caractère fleur blanche, là, le phénotype fleur blanche, est disparu à la génération F1. C'est ce qu'il observe. Aucune fleur blanche n'émerge. Donc, la question, c'est où est passé le caractère fleur blanche? C'est ce que Mendel se posait comme question. Parce qu'en fait, quand, après avoir fait ce croisement à la génération P, il observe à la génération F1 uniquement des fleurs violettes. Remarque qu'ici, on va dire que ce sont des hybrides et que les parents étaient de lignée pure. On va revenir sur ces concepts-là dans un petit instant. S'il utilise les individus de la génération F1 et les reproduit entre eux, ou dans ce cas-là, ne coupe pas les étamines et leur permet l'autopollinisation, voici ce qu'il observe à la génération F2. Donc, un ratio de, en moyenne, 3 fleurs mauves pour une fleur blanche. Donc, ce qu'on voit en passant là, dans la figure ici, c'est 705 pour
224. Ça serait le résultat d'une expérience où est-ce que on aurait récolté 929 fleurs. Mais si on avait poussé jusqu'à 1000, ces nombres-là auraient été légèrement différents. Ce que je veux dire ici, c'est que, autrement dit, on a en bas le résultat expérimental d'avoir fait 929 individus à la F2. Mais on aurait pu en faire juste une trentaine, par exemple. Puis si on en avait fait une trentaine, à ce moment-là, on aurait, pour prendre un exemple plus facile, là, si on s'était arrêté non pas à 929, mais on avait fait seulement 40, on aurait eu en moyenne 30 fleurs mauves pour 10 fleurs blanches. Donc tu vois, 30 plus 10 égale 40. Là. L'idée, c'est que c'est le rapport statistique qu'on va s'attendre à retrouver environ, en fait, 3 pour 1 en moyenne, après avoir fait un grand nombre de croisements. C'est-à-dire que si on en faisait 40, on aurait en moyenne mathématique 30 pour 10. Mais ça, c'est l'espérance mathématique. Dans la réalité, surtout si on a un nombre relativement petit d'expériences, ça se pourrait très bien qu'en fait, on soit arrivé à 28 comme ça, puis 12 comme ça. Tu vois? Ça, c'est la différence entre le rapport mathématique attendu expérimentalement ou théoriquement, puis le résultat expérimental. Mais il ne faudrait pas que ce résultat expérimental-là de 28-12 nous détourne du vrai rapport théorique qui est de 3 pour 1 environ. Donc, l'idée, c'est que le rapport 3 pour 1, là, on ne l'aurait pas obtenu si on avait fait juste 4 individus à la F2. C'est après avoir fait des milliers, des milliers, des milliers d'expériences que Mendel en est arrivé au rapport de 3 pour 1. Mais ici, on montre par ces chiffres-là qu'en fait, tout ça, ça découle d'un rapport qui a été déduit de façon expérimentale après avoir fait des centaines et des milliers en fait de croisements expérimentaux. Donc, en moyenne, pour le phénotype couleur de la fleur, Mendel observait un rapport de 3 pour 1 en faveur des fleurs violettes versus les fleurs blanches. Donc, une autre question qui se pose à ce moment-là, c'est à partir de la F1, pas la F1, pardon, la génération P, où est-ce que Mendel a pris des parents des deux phénotypes différents, il a obtenu une F1 où le phénotype fleur blanche a disparu. Mais ce phénotype-là est revenu à la F2. C'est comme si dans cette étape-là, la F1, le phénotype fleur blanche est encore présent, mais il est caché par quelque chose. Mais c'est exactement ça, dans le fond, qui est le concept ici. En fait, vous allez probablement plus reconnaître ce que Mendel, ce qui est représenté par la figure ici, mais ce que Mendel n'était pas en mesure d'apercevoir à ce moment-là, c'était la notion dans la base chromosomique de l'hérédité. C'est ce vers quoi on va se diriger un peu plus tard. Donc, on connaît les chromosomes. Ici, on aurait une paire de chromosomes homologues, par exemple. Le rouge pourrait être le chromosome de la mère, puis le bleu, le chromosome du père, qui ont été recombinés, qui se sont retrouvés suite à la fécondation là, dans un petit zygote. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a un gène qui est disposé à un locus particulier le long de l'ADN. Et ici, dans le fond, on a introduit la notion donc d'allèle. Un allèle, qu'est-ce que c'est? C'est la forme. Donc un allèle, on va l'écrire. C'est la forme d'un gène qui code pour le même caractère
qui est situé à un locus particulier. Donc, autrement dit, ici, ce serait si on a le gène de l'insuline, par exemple, ben, on est au locus du gène de l'insuline. Puis, on va avoir deux allèles. On aurait un allèle ici parental, paternel, je veux dire, puis un allèle maternel ici comme ça. Ben, il se peut que les deux gènes soient absolument identiques. Donc là, nous, ce qu'on connaît de la génétique, là, c'est que c'est une série de nucléotides. Donc, si par exemple, je m'en viens ici, puis là, j'ai sur mon brin matrice, là, A, T, C, G, T, A, T, T, C, A, etc. Puis que si on s'en va voir sur l'autre chromosome, on a exactement la même série de nucléotides. Nous, ce qu'on sait, c'est que ça va nous donner exactement le même ARN messager, puis ça va nous donner exactement la même protéine. Donc, on a en fait ici un seul allèle. C'est le même allèle, ça serait le même allèle sur les deux chromosomes. Mais qu'est-ce qui arrive si, plutôt que d'avoir ici là, un T, là, ici comme ça, là, je viens rajouter plutôt un A, ici comme ça? Ben, ce qu'on a vu, c'est que ça se peut que, au bout de la traduction, on obtienne des protéines différentes. Et en génétique, c'est-à-dire au niveau de l'acide nucléique, dans ces chromosomes-là, dès qu'on a une différence d'un seul nucléotide, on a des allèles différents. Pourquoi? Parce que ici, l'allèle, c'est la forme qu'un gène peut prendre pour un caractère en particulier. Donc ici, si on a un gène légèrement différent ou en deux versions légèrement différentes, juste à cause d'un nucléotide, on a deux allèles. Et en fait, c'est la base de la variation génétique, le fait qu'il existe au sein d'une espèce, d'une population, plusieurs allèles différents. Par exemple, chez les petits pois, il y a un allèle, ici comme ça, qui va donner des fleurs violettes. Donc, je ne sais pas c'est quoi exactement la série de nucléotides qui permet de donner une fleur violette chez les petits pois. Mais ce qu'on sait, c'est que sur le chromosome maternel qui est là, ben, on a un allèle qui nous donne une couleur de fleur blanche. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on allait voir le détail nucléotidique, ici comme ça, là, il y aurait nécessairement des différences dans les gènes entre le chromosome du haut et le chromosome du bas. Donc, voici le concept d'allèle. OK. Donc, maintenant, je pense qu'on va revenir à ça ici, en fait. OK. Donc, Mendel a formulé une théorie de l'hérédité fondée sur les résultats d'expériences effectuées sur des pois. Il a proposé que les parents transmettent à leurs descendants des unités héréditaires discontinues, les gènes, qui conservent leur identité d'une génération à l'autre. Cette théorie comporte deux lois. Donc, c'est ce qu'on devra essayer de retenir dans l'objectif 14.1, c'est que Mendel est arrivé avec deux lois. Donc, la loi de la ségrégation, puis la loi de l'assortiment indépendant. Si on va continuer un petit peu ici. Donc, tu vois, déjà, là, avec ce qu'on vient de dire, là, même si Mendel avait absolument aucune idée de la nature chromosomique, de l'ADN, tout ça, il y avait cette notion-là. Il a réussi à déduire le comportement des chromosomes juste à partir des résultats expérimentaux. Donc, on va y aller avec la première loi mendélienne, la loi de la ségrégation. Puis, c'est la figure 14.5 qui illustre ce concept-là. Puis, dans le fond, vous allez voir que c'est aussi un peu de cette façon-là là, qu'on va réaliser là, des exercices de génétique. Donc, on est en train d'installer un peu le terrain pour faire la génétique. Donc, on revient avec notre croisement
de la génération parentale entre une fleur violette puis une fleur blanche. La génération F1, ça nous donne 100% de fleurs violettes. Puis la génération F2 va nous donner un ratio de 3 fleurs violettes pour une fleur blanche. Donc, on observe ça ici. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voici comment Mendel, à partir de ces observations-là, déduit sa première loi, la loi de la ségrégation. Donc, la loi de la ségrégation, là, le concept derrière ça, ce qu'il a découvert, c'est que les caractères phénotypiques, donc qui s'observent, avaient une composante génétique. Donc, l'apparence, c'est comme le phénotype, fleur violette, fleur blanche. Puis, il a déduit qu'il y avait des particules, donc c'est pas des fluides qui se mélangent. Là. Chaque trait de caractère a une base particulière, qui est en fait son gène. Il n'a pas appelé ça comme ça, mais on va l'appeler le génotype, qui comporte deux copies. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont les allèles qu'on va retrouver sur chacun des chromosomes parentaux. Donc, par exemple, ici, on aurait l'allèle sur le chromosome maternel, puis l'allèle sur le chromosome paternel. Donc, il a déduit que chaque organisme avait comme 2 copies d'une information pour chacun des caractères. Mais quand l'organisme fabrique ses gamètes, ben à ce moment-là, il y a un passage de ces informations-là, puis il y a une séparation de ces 2 copies-là, pour donner un gamète avec une seule version de ces 2 versions. Je sais pas si tu fais des liens avec ce qu'on a vu là, jusqu'à maintenant, mais dans le fond, ce qu'on sait, nous, après des siècles de biologie, depuis Mendel, c'est que de là à là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une méiose, en fait. Parce que l'individu diploïde, ici, fabrique ses gamètes en faisant une méiose. Puis les gamètes, ben, sont des cellules haploïdes qui contiennent une seule version des paires de chromosomes, en fait, contiennent un seul chromosome homologue de chacune des paires de chromosomes homologues d'un individu diploïde. Donc, ici, le truc, c'est que si on commence avec un croisement fleur violette, fleur blanche, chez 2 individus de lignée pure, si on avait noté ça tout à l'heure, là, lignée pure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, l'individu va avoir les 2 mêmes allèles sur ses chromosomes. Tout à l'heure, là, on avait représenté un individu qui possédait un allèle violet et un allèle blanc. Ben ça, ici, on appelle ça un individu hybride, qui va avoir 2 versions différentes. Mais ici, imaginons que je viens colorier là, en mauve, comme ça, le chromosome maternel. Ben ici, on a un individu de lignée pure. Ou est-ce que, plutôt que d'avoir là, un T et un A, ben on aurait en fait... On aurait en fait un T ici aussi. Si on a exactement la même version, les mêmes allèles sur les 2 chromosomes, il n'y aura pas de variation là, dans l'expression de cette protéine et de ce phénotype-là. Ici, ce serait une fleur décidément violette, parce qu'elle a juste l'information pour faire du violet. Elle n'a pas l'allèle pour faire une fleur blanche. OK, donc, on revient à notre croisement ici. Dans le fond, ce qu'on a, puisque en partant de la génération P, avec 2 lignées pures, c'est-à-dire des individus violets avec des allèles violet-violet, puis des individus avec des fleurs blanches, donc avec 2 allèles pour le blanc, ben, on a affaire ici à des individus qui sont dits homozygotes. Donc, on va le noter ici comme ça, un homozygote. Donc, on connaît déjà le zygote, ça suggère un individu qui
qui est diploïde, une cellule qui résulte d'une reproduction sexuée. Deux gamètes ont fusionné pour nous donner une cellule diploïde. Homo, ben ça vient de même. Donc, ici, on a deux individus homozygotes. Homozygote, ça va être un individu qui possède les mêmes allèles. Pour un gène donné. Donc, tu vois ici, par exemple, pour le gène couleur de la fleur, on va avoir un allèle grand V sur un chromosome, puis un allèle grand V aussi sur l'autre chromosome. Donc ici, l'individu est homozygote pour le gène de la couleur de la fleur. Puis chez la fleur blanche à côté, l'individu est aussi homozygote, mais ici, ses allèles sont dénotés par petit v, petit v. Donc ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que les allèles, on va les nommer par une lettre. Par exemple, la lettre petit v, puis ici la lettre grand V. Ce seraient deux allèles différents. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi on a utilisé la même lettre, puis qu'on en a mis une en majuscule, puis l'autre en minuscule. Mais l'idée, c'est que on a... donc, c'est une façon d'écrire, de simplifier l'allèle, de lui donner un symbole. Là. Par exemple, si l'allèle grand V, puis l'allèle petit v. Nous, ce qu'on sait en génétique, c'est qu'en fait, on pourrait aller voir là, dans cette allèle-là, puis on obtiendrait une séquence de nucléotides. Ce serait A, T, C, G, A, T, etc. Puis si on allait voir la séquence génétique, donc l'allèle véritablement, là, sa composition nucléotidique, ben on aurait peut-être quelque chose comme ça ici, là. Donc une différence d'un seul nucléotide entre nos deux allèles, qui entraînerait une différence dans la traduction, dans l'expression de la protéine et dans l'expression du phénotype. Donc, on revient avec notre croisement génération P. Qu'est-ce qui arrive si cet individu-là, ici, là, qui est homozygote pour l'allèle couleur de la fleur, fabrique des gamètes? Ben, dans ces gamètes, il va, donc je te rappelle, il va faire une méiose. Qu'est-ce qu'il va, là, retournons un petit peu là dans la méiose. Qu'est-ce qui arrive ultimement, c'est qu'on vient séparer nos chromosomes homologues, puis on les introduit dans des gamètes différents. Donc ici, étant donné que les chromosomes homologues sont pareils, c'est le même allèle, ce que ça va donner, c'est juste un type de gamète, qui est le gamète grand V. Puis de l'autre côté, pour l'homozygote avec l'allèle petit v, on va avoir uniquement des gamètes petit v qui vont être produits. Là, l'idée ici, c'est que si on force le croisement entre cette fleur-là et cette fleur-là, de quel génotype vont être la descendance? Puis les génotypes, qu'est-ce que c'est? C'est dans la composition allélique des individus. Okay? Donc, ici, si on force le croisement entre une fleur violette et une fleur blanche, ben, tous les individus de la F1 vont nécessairement être de génotype grand V, petit v. Parce que leur papa, disons que ça c'est leur papa, leur donne nécessairement des allèles grand V, puis leur maman leur donne nécessairement des allèles petit v. Donc, tous les rejetons, tous les enfants vont être des produits de leur père et de leur mère, donc vont nécessairement porter la signature de leur mère et la signature de leur père dans leur génotype. Donc 100% des individus de la génération F1 vont être de génotype grand V, petit v. Et puis ça, c'est un génotype qu'on appelle hétérozygote. Hétérozygote. Donc, encore une fois, ici, on a le mot zygote, mais ici, hétéro, pour dire que on va avoir deux allèles différents pour un gène donné. Donc, le génotype est 100% hétérozygote, mais le phénotype ici est 100% fleur violette.
Donc, l'allèle fleur blanche, il est là, dans tous les individus, mais il ne s'observe pas du tout dans le phénotype des individus. Ben, on a un premier modèle de la loi de la ségrégation, là, un premier modèle d'hérédité, puis c'est le modèle de dominance et récessivité. Donc, ici, là, le truc, là, c'est que l'allèle grand V, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'écrit en majuscule, il va toujours dominer dans le phénotype sur l'allèle petit v, qui est présent, mais qui va être dit récessif. Donc, celui-là ici, c'est l'allèle... Ok, attends un peu, je vais l'écrire différemment. C'est ici, c'est l'allèle dominant. Puis celui-là ici, c'est l'allèle récessif. Donc, une dynamique que Mendel a déduit, c'est que lorsqu'on a un génotype hétérozygote, donc où il y a présence de deux allèles différents, c'est ce que ça veut dire, un génotype hétérozygote, la présence d'un allèle dit dominant va dominer le phénotype sur la présence de l'allèle dit récessif. Autrement dit, si l'allèle dominant, ben, c'est l'allèle couleur violette, puis l'allèle couleur blanche est dominé, donc ne s'exprimera pas dans le phénotype des plantes. Pour que l'allèle récessif s'exprime dans le phénotype, il doit absolument être sous la forme d'un homozygote récessif. Donc, les fleurs blanches ne peuvent être obtenues seulement s'il y a un génotype petit v, ou ici, il n'y a aucun allèle pour venir dominer l'allèle récessif. Donc, autrement dit, il y a deux façons d'obtenir une fleur violette. Avoir un homozygote dominant ou avoir un hétérozygote. Mais il y a une seule façon d'avoir une fleur blanche, puis c'est d'avoir un homozygote récessif. Donc, le modèle va se poursuivre à la génération F2, puis c'est là qu'on va vraiment être en mesure de faire la lumière là-dessus, parce que là, la question c'est, mais sont passées où les fleurs blanches? Maintenant, on le sait, c'est parce qu'ils ont été dominés, c'est un allèle récessif. Mais Mendel a découvert ça grâce à la génération F2. Donc, s'il faut se poser la question, cette fleur-là, là, quand elle va faire des gamètes, qu'est-ce qu'elle va faire comme gamètes? Ben, il y a la moitié de ces gamètes par méiose qui vont avoir le chromosome grand V, puis il y a la moitié de ces gamètes par méiose qui vont avoir le chromosome petit v. C'est pour ça qu'on a une demi ici, une demi là. La moitié de ces gamètes vont aller de chaque côté. Donc, après ça, qu'est-ce qui arrive si on permet à ces gamètes-là, puis on prend une population de fleurs comme ça, de F1, puis qu'on la fait se reproduire entre elles? Ben, on va faire ici ce qu'on appelle un échiquier de Punnett. Donc, on va revenir sur ce concept-là. Là. Dans le fond, c'est on fait un croisement. Donc, je mets un gamète grand V ici, l'autre type de gamète petit v là, un gamète grand V là, l'autre type de gamète petit v là, puis on les fait se rencontrer dans un tableau croisé comme ça. Donc, autrement dit, c'est juste un inventaire des probabilités de rencontre entre nos gamètes. Notre grand V ici, là, ça se peut qu'il rencontre un autre gamète grand V, mais ça se peut qu'il rencontre un gamète petit v ici aussi. Puis c'est la même chose pour l'autre possibilité. Le petit v peut rencontrer un grand V ou peut rencontrer un petit v. Bref, de faire un tableau comme ça croisé où est-ce que les gamètes, on permet aux gamètes de se rencontrer, ça va nous donner toutes les combinaisons possibles. Donc, si un grand V rencontre un grand V, on va avoir quoi comme individu? En F2, on va avoir des homozygotes dominants. Grand V, grand V. Si un grand V rencontre un petit v, on va avoir des individus hétérozygotes. Puis donc, dans le fond, tu vois ici, là, on va avoir finalement la rencontre petit v, pour un homozygote récessif. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a un quart d'individus qui va être homozygote dominant, un quart des individus qui va être homozygote récessif, puis 2 quarts
autrement dit, la moitié des individus qui vont être hétérozygotes. Ce qui est bien aussi avec cet échiquier-là, c'est que justement, c'est qu'on obtient ce qu'on appelle les rapports génotypiques. C'est-à-dire qu'on va voir c'est quoi la fréquence de chacun des génotypes qu'on va être en mesure de produire en mélangeant ces gamètes-là ensemble. Autrement dit, donc si on prend un plan mâle, la génération F1 avec son génotype nécessairement hétérozygote, puis qu'on prend un plan femelle, la génération F1 avec son génotype nécessairement hétérozygote, là, je pourrais vous poser la question, de quelle couleur étaient ces fleurs-là? Ben, puisqu'elles sont hétérozygotes, elles étaient mauves ou violettes. Mais maintenant, si je pourrais vous poser la question, si on prend enfin un croisement de deux fleurs hétérozygotes ensemble, de quelle couleur vont être leurs progénitures? Ben, pour le savoir, il faut faire la probabilité de rencontre de leurs gamètes. Donc, on prend un plan hétérozygote, puis on le croise à un autre plan hétérozygote. En recombinant les rencontres entre ces gamètes-là, ce qu'on observe, c'est qu'on va avoir 3 fleurs mauves pour une fleur blanche. C'est notre rapport 3 pour 1 qu'on avait tout à l'heure. Donc, et c'est ce qu'on va obtenir ici, ce qu'on appelle le rapport phénotypique. Donc, la loi de la ségrégation, là, on va retourner voir ici. On va aller voir ça. La loi de la ségrégation stipule que les gènes possèdent 2 formes ou allèles. Dans un organisme diploïde, les 2 allèles d'un gène se séparent, c'est la ségrégation, durant la méiose et lors de la formation des gamètes. Chaque gamète, mâle ou femelle, ne porte qu'un allèle de chaque paire. Ben oui, parce que c'est des cellules haploïdes. Mendel a proposé cette loi pour expliquer la proportion 3-1 des phénotypes de la génération F2 qu'il a observé lors de l'autofécondation de monohybrides. Bon, le monohybride, mono, ce que ça veut dire, c'est juste qu'on s'intéresse à un seul caractère, à un seul gène. Parce que vous allez le voir dans la prochaine loi, on va s'intéresser à qu'est-ce qui arrive si on croise, on s'intéresse à 2 caractères en même temps là, le long d'un croisement. On va aller voir ça un peu plus tard. Donc, autrement dit, le rapport 3 pour 1, là, c'est un peu ce qu'on expliquait tantôt. C'est le mystère de ça ici. Là. De dire, on prend une fleur violette, une fleur blanche, on les croise ensemble, les blanches disparaissent. Mais si tu reproduis cette génération-là, les blanches réapparaissent. Donc, comment expliquer ça? Là? Il était disparu ou il n'était pas disparu? Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il n'était pas disparu. C'est juste que c'est un allèle récessif qui se retrouve à être caché à la F1 par l'allèle dominant. Mais si on permet à ces fleurs-là de se reproduire, ben il y a, dans une certaine proportion, l'allèle récessif va se retrouver dans le génotype homozygote récessif pour nous donner une fleur blanche dans un rapport 3 pour 1. Donc, c'est la loi de la ségrégation. Un organisme reçoit de son père un des 2 allèles de chaque gène et de sa mère l'autre allèle. Chez les hétérozygotes, les 2 allèles sont différents et l'expression de l'un, l'allèle dominant, masque les effets de l'autre, l'allèle récessif. Les individus homozygotes possèdent 2 allèles identiques d'un gène donné et sont de lignée pure. On aurait pu le mettre en gras, ça, de lignée pure. Là. Donc, c'est à différencier des lignées hybrides. OK, donc ça, c'était pour la première loi de Mendel. Il a réussi à trouver ça comme un champion sans avoir aucune idée là, de la composante là, moléculaire de l'hérédité. Donc, ça ici, on a un concept important, la figure 14.6, c'est la différence entre phénotype et génotype. Donc, le phénotype, c'est la couleur, comme on disait. Là. On aura un rapport phénotypique de 3 fleurs violettes pour une fleur blanche. C'est notre rapport ici là, de 3 pour 1. Là. On va le mettre comme ça. C'est comme ça. Tandis que le rapport génotypique, lui, ben, va nous demander de détailler un petit peu plus là, la composante
sous-jacente à la couleur de la fleur. C'est-à-dire que on va avoir, si vous vous rappelez, là, pour chaque 4 individus dans notre échiquier, là, dans notre croisement de tantôt, on va avoir un individu homozygote dominant. Pour 2 individus hétérozygotes, oui, là, ces 3 individus-là vont tous donner des fleurs mauves, mais ça, c'était notre rapport phénotypique de tantôt. Puis finalement, on va avoir un individu homozygote récessif. Donc, voyez-vous comment on va écrire les différents rapports. À gauche, on va avoir le rapport phénotypique 3 pour 1. Ça, c'est la couleur de la fleur. Puis à droite, on va avoir le rapport génotypique qui serait 1 homozygote dominant, 2 hétérozygote, 1 homozygote dominant, 2 hétérozygote, puis 1 homozygote récessif. Donc le rapport génotypique serait de 1, 2, 1. OK, donc croisement de contrôle. Ah ouais, c'est ça. Celui-là, il est intéressant, cet exercice-là. Tu vois, la figure 14.7. Un croisement de contrôle, c'est, dans le fond, la question qu'on essaie de résoudre, c'est, tu as une fleur violette. La question, c'est, est-ce que elle est de génotype homozygote, dominant, ou hétérozygote? Ben, une façon de le savoir, sans faire de la grosse biologie moléculaire, puis aller séquencer l'allèle pour savoir exactement c'est quoi le nucléotide, là. Mendel avait absolument pas accès à ça. Donc lui, ce qu'il faisait, c'est un croisement de contrôle. Il le croisait avec un individu homozygote récessif, de lignée pure, fleur blanche, autrement dit. Puis, il y avait 2 cas de figure possibles. Soit l'individu, la fleur violette de départ est homozygote dominant ou elle était hétérozygote. Mais là, ici, vous devriez être capable de déduire, avant qu'on aille voir le reste de la figure, là, que une fleur homozygote dominant, quel genre d'allèle elle va être capable de faire? Elle va être capable de faire juste des allèles grand V. Des gamètes grand V, je veux dire. Parce qu'elle a juste l'allèle grand V. Alors que pour une fleur ici comme ça, qui aurait été mauve mais hétérozygote, ben elle va être capable de faire des allèles, des gamètes de type grand V, puis des gamètes de type petit v. Donc, c'est exactement ça qu'on va retrouver ici. Tu vois, dans sur la ligne du haut, on a les gamètes de notre fleur blanche, homozygote récessive. Puis sur la colonne ici, dans le fond, on vient disposer les gamètes de notre individu au génotype inconnu. Donc, si on avait un homozygote dominant, quel type de gamètes est-ce qu'on va pouvoir disposer sur la colonne? Uniquement les gamètes grand V. Alors que si on avait une fleur mauve qui était en réalité une hétérozygote, ben ces gamètes vont pouvoir être de type grand V ou petit v, autrement dit violet ou blanc. Puis si on reconstruit l'échiquier de Punnett, ben dans le fond ici, c'est assez facile de le faire, de faire le croisement. Grand V va rencontrer un petit v, grand V va rencontrer un petit v. Donc on va avoir un génotype hétérozygote. Puis même chose en bas. Là. Autrement dit, ici, là, 100% des fleurs de la génération suivante vont être hétérozygotes et donc violettes. Alors que si notre fleur de départ était hétérozygote, ben il y a une portion de ces allèles petit v qui vont retrouver les allèles petit v de notre fleur de contrôle, blanche, pour nous donner 50%, 50% de rapport phénotypique. Donc, voici comment on a pu démasquer là, le génotype de cette fleur-là ici. OK, on serait rendu au croisement d'hybride, mais je vais... Ouais, c'est ça, OK. Donc, écoute, la vidéo va être plus longue, mais je t'invite à poursuivre, puis on va... dans le fond, c'est le plus grand vidéo de toute la série. Après ça, on va morceler l'information en plus petits morceaux. Donc, on va aller voir la deuxième loi, la loi de l'assortiment indépendant. Ici,
se répartissent dans les gamètes avec ceux de l'autre caractère ou indépendamment de ces derniers, c'est ça. Et dans le fond, ici, là, le concept, c'est que là, on a étudié un caractère, la couleur de la fleur, c'est bon, mais qu'est-ce qui arrive si on se met à étudier plus qu'un caractère? Donc ici, tu vois, il a utilisé le caractère couleur de la graine, qui peut être soit jaune ou vert. Et aussi, simultanément, le caractère forme de la graine, qui peut être soit ronde ou ridée. Donc, on fait un croisement de la génération parentale. Mendel a réussi à valider, grâce à des croisements de contrôle, comme on avait tout à l'heure, là, que les individus étaient de lignée pure. Autrement dit, tu n'aurais pas voulu prendre un hétérozygote pour faire ces croisements-là. On voulait des lignées pures. Donc, lui, il est pur, homozygote récessif, puis on veut des homozygotes dominants. Donc, Mendel sait qu'il a des individus en génération P là, qui sont purs pour ces deux traits de caractère-là. D'ailleurs, déjà, on est en mesure d'analyser un petit peu là, la relation de dominance-récessivité de ces deux caractères-là, juste à partir des lettres qu'on a ici. Regarde. On a grand J, petit j. Ça, c'est pour la couleur jaune. Donc, le jaune, on a utilisé la lettre jaune plutôt que la lettre V pour vert. C'est pour illustrer que le jaune, à grand J, est l'allèle dominant sur la couleur verte qui est représentée par la lettre petit j. Fait que ça, c'est peut-être une petite difficulté, là, c'est que, en fait, je vais l'écrire en plus. Donc, grand J, ce serait l'allèle jaune. Puis, petit j, ce serait l'allèle vert. Donc, observe que on n'a pas utilisé petit v pour parler de l'allèle vert. Là. On a utilisé la même lettre que... Dans le fond, c'est l'allèle dominant donne la lettre au caractère. Puis ici, ben, vu que l'allèle dominant, c'est l'allèle jaune, on utilise le J. Mais pour différencier l'allèle dominant jaune de l'allèle récessif vert, on va utiliser la lettre majuscule puis la lettre minuscule. Donc, autrement dit, on peut l'écrire là, pour s'en rappeler. L'allèle dominant puis l'allèle récessif. L'allèle vert récessif. Mais on n'aurait pratiquement pas eu besoin d'écrire ça, récessif puis dominant, parce que dans le schéma d'identification des allèles, là, ça le suggère ici. Là, on voit pas super bien mon petit point là, que j'ai dessiné vite, là, mais il y a un point ici, puis ça c'est un J minuscule, ok? Puis ça c'est un J majuscule ici. Donc juste parce qu'il y a la lettre majuscule à grand J, on sait que l'allèle jaune va être l'allèle dominant. Puis on n'a pas eu besoin de deviner que c'était... Ben, normalement, vous allez voir, on va essayer d'être très clair dans notre résolution de problème, puis de bien l'identifier, là, que l'allèle dominant, c'est l'allèle jaune. En tout cas, bref, on verra ça un petit peu plus tard. Mais l'autre caractère qu'on a ici, c'est l'allèle grand R, puis petit r. Ben, d'après vous, c'est pour rond ou ridé, le R? La réponse, c'est rond. Parce que lui est dominant, là. Grand R. Fait que c'est lui qui a donné, c'est ce caractère-là qui a donné son nom à l'allèle grand R. Puis petit r ici, petit r, l'allèle petit r va donc être l'allèle qui code pour le phénotype graine ridée. Ok, revenons à ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que quand on a ici une lignée pure, grand J, grand R, quelles vont être les gamètes que cet individu-là va pouvoir faire? Ben, il va pouvoir faire juste un type de gamète qui est grand J, grand R. Puis celui-là va pouvoir faire quel type de gamète? Un seul type de gamète qui va être petit j, petit r. Parce qu'ici, je te rappelle que si on a, mettons, j'ai un petit j ici comme ça,
Ben, ça, dans la réalité, là, c'est porté sur deux chromosomes. C'est un allèle là, que tu vas avoir ici comme ça. Puis, dans un individu parental normal, il est dans une cellule diploïde, il y a ces deux chromosomes. Mais quand il va faire des gamètes, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a un gamète, il y a un chromosome qui s'en va d'un bord, puis il y a un chromosome qui s'en va de l'autre bord. Puis là, on va faire par méiose là, des gamètes. Mettons que c'est un ovule ici comme ça. Puis là, qu'est-ce qu'on a dans ce chromosome-là? On a une cellule haploïde, comme ça ici. Mais là, il se trouve que on avait exactement le même allèle ici et là, parce que c'est un individu homozygote récessif. Donc ça, c'est exactement la même chose que ça. Donc autrement dit, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en représente juste un, puis on dit, ben 100% de ces gamètes vont être comme ça. Maintenant, il y a aussi le deuxième gène, l'allèle petit r. Ben là, la question c'est, est-ce que c'est sur le même chromosome? Ou peut-être que ce serait sur un autre chromosome ailleurs qui nous serait porté par exemple ici là. Peut-être pas la meilleure couleur là, mais sur un autre chromosome. C'est un peu ça la question que Mendel se posait. Mais là, on prend un petit peu trop d'avance, puis vous serez peut-être en mesure de comprendre ça à reculons un peu plus tard. Là, mais revenons avec notre idée de départ là, des croisements génétiques. Donc, on prend une graine jaune, un individu qui fait des graines jaunes rondes avec des individus qui font des graines vertes ridées. On les croise, ils sont de lignée pure. On mélange ça ici comme ça, puis on obtient en génération F1 des individus forcément hétérozygotes pour les deux caractères. Pensez-y, là, ici, on a dit qu'on avait juste un type de gamète, puis là, ici aussi, un seul type de gamète. Ben, quand on recombine ces gamètes-là, on obtient nécessairement grand J, petit j, grand R, petit r. Et puisque le jaune domine sur le vert et que le rond domine sur le ridé, on obtient 100% de graines jaunes rondes. Mais un peu comme nos fleurs blanches de tout à l'heure, le vert est caché ici, puis le ridé est caché là. C'est juste qu'ils ne s'expriment pas, ce sont des allèles récessifs. Donc, selon l'hypothèse de l'assortiment dépendant, autrement dit, là la question c'est est-ce que le jaune vient toujours avec le rond et le vert toujours avec le ridé, ou on pourrait avoir une graine jaune ridée ou une graine verte ronde. Ben, quand on fait le croisement, on obtient en réalité, on obtient ça. On obtient des graines jaunes ridées et des graines vertes rondes. Si on n'avait pas obtenu, dans le fond, si on avait obtenu juste des graines jaunes rondes puis des graines vertes ridées, autrement dit, ça aurait été exactement comme notre croisement parental, on aurait dit que les gènes sont liés ensemble, que le jaune vient tout le temps avec le rond puis le vert vient tout le temps avec le ridé. Mais ce qu'on observe, c'est que en réalité, en fait, on va observer différents types de recombinaisons de caractères. Pourquoi? Ben, il faut revenir à notre génération F1. Qu'est-ce qui va se passer comme type de gamètes qui vont être fabriqués à ce moment-ci? Ben, on va avoir une cellule qui a nécessairement, regarde bien ça, on va le faire au long, là. On va avoir des chromosomes, une paire de chromosomes, puis on va faire une autre paire de chromosomes ici. Chez l'humain, là, on aurait 23 paires de chromosomes, mais ici, on va dire qu'on a juste 2 paires de chromosomes. Avec notre caractère de la couleur ici, puis tiens, je vais le faire une autre couleur, comme ça. Puis, notre caractère de la forme de la graine ici, comme ça. OK. Donc, autrement dit,
on aurait le grand J, le petit J, le grand R, le petit R, ici comme ça. Ça, 100% de nos individus ont cette composition génétique-là. Mais si la méiose se produit à partir de ça, ben, je te rappelle, on va avoir deux types de cellules filles selon l'alignement des chromosomes à la métaphase. On pourrait avoir ici... Attends un petit peu, je vais reprendre mes mêmes couleurs. Ils vont nécessairement être haploïdes, là. Donc, ici comme ça, ici comme ça. Oups. Donc, imaginons dans un premier cas qu'on va avoir notre grand J ici comme ça. De l'autre côté, on va avoir notre petit J. Puis là, on pourrait avoir notre grand R ici comme ça. Puis ici, on aurait notre petit R. Mais on aurait pu aussi avoir l'autre possibilité, c'est-à-dire grand J avec petit R, petit J avec grand R. Si vous avez fait vos exercices de méiose, vous savez que ces deux possibilités, ces différents types de possibilités là existent. Là. Grand J avec grand R, grand J avec petit R, petit J avec petit R, puis petit J avec grand R. Donc, il y a comme 4 types de gamètes possibles. Puis c'est exactement ça qui est représenté dans notre échiquier de Punnett. Donc, faut faire l'inventaire des combinaisons d'allèles possibles lorsqu'on étudie plus qu'un caractère. Donc, ça se peut que ton grand J soit avec ton grand R. Ça se peut que ton grand J soit avec ton petit R. Ça se peut que ton petit J soit avec ton grand R. Ça se peut que ton petit J soit avec ton petit R. Puis ça, l'ensemble des gamètes qui existent dans une génération F1 qui a nécessairement ce génotype-là, ben tu l'amènes à se rencontrer elle-même dans l'échiquier de Punnett. Donc, grand J, grand R, grand J, grand R, grand J, petit R, grand J, petit R, petit J, grand R, petit J, grand R, petit J, petit R, petit J, petit R. Puis là, ben, une fois qu'on a disposé cette rangée-là, puis cette colonne-là, on refait nos cases, puis on fait la combinaison, on reconstruit les combinaisons. Donc, grand J, grand R qui rencontre grand J, grand R, qu'est-ce que ça donne? Ça donne grand J, grand J, grand R, grand R. Grand J, petit R, puis qui rencontre grand J, grand R, ça donne grand J, grand J, grand R, petit R. Et reconstruisons comme ça chacune des cases, là. Puis après ça, ben, il faut que tu te poses la question, c'est quoi les phénotypes qu'on va observer avec tous ces génotypes-là? Premièrement, ben, donc, on pourrait les faire un par un, là. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est compter les nombres de génotypes différents. T'sais, autrement dit, regarde bien ici, comme ça, on va avoir grand J, grand J, grand J, grand R, il se retrouve juste à cet endroit-là. Mais grand J, grand R, petit R, il se retrouve ici. Mais il se retrouve aussi ici. Même chose pour lui ici. Grand J, petit J, grand R, grand J, petit J, grand R, grand R. Il y a une symétrique en fait dans cet axe-là, ici comme ça. Tous les génotypes qu'on retrouve ici là, sont uniques. Grand J, petit R, petit J, grand R, petit J, petit R, petit R. Mais après ça, après cette diagonale-là, là, on va retrouver des symétries ici comme ça. Même chose pour là, tu vois ici celui-là, dans le fond, il est double hétérozygote. Grand J, grand R, petit R. Grand J, petit J, grand R, petit R. Grand J, petit J, grand R, petit R. Grand J, petit J, grand R, petit R. Même chose ici. Même chose là. Mais si on dénombre les rapports phénotypiques,
ben, il y a trois phénotypes quatre phénotypes qu'on observe ici. On observe graine ronde jaune, graine ronde verte, graine ridée jaune, graine ridée verte. Et puis là, on peut les compter. Donc, rond jaune, une. Ben, il y a combien de cases au départ, là? C'est 4 x 4, fait que ça donne 16. Il y a 16 cases dans cet échiquier-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur 16 vont être des graines jaunes rondes. Après ça, on va avoir des vertes rondes, disons. 1, 2, 3. 3 sur 16 vont être des vertes rondes. On va avoir des jaunes ridés. 3 sur 16 vont être des jaunes ridés. Et finalement, il nous reste... il nous en reste une, là. Ici, là. 1 sur 16 vont être des vertes ridées. Remarque que 9 plus 3 plus 3 plus 1 sur 16. Ben, non, c'est pas comme ça que je devrais l'écrire, là. Ça devrait plus être 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16, nous donne 16 sur 16, nous donne 100% des probabilités de rencontre entre les gamètes de la F1. Donc, autrement dit, on a dénombré... OK, le point ici, là, c'est que nos rapports phénotypiques là, qu'on observe, ça vaut la peine de le noter, c'est les rapports phénotypiques 9, 3, 3, 1. 9 vont être les phénotypes dominants pour les deux caractères, jaune et rond. 3 vont être un caractère dominant, un caractère récessif, donc vert et rond. 3 vont être l'autre combinaison de caractères dominants et récessifs. Puis 1 va être homozygote récessif pour les deux caractères. Donc, parce que, en fait, remarquez qu'il y a juste une combinaison où est-ce que tu es homozygote récessif pour les deux caractères, là. Donc, c'est ce qui nous donne une seule graine verte et ridée. Encore une fois, ici, là, dans le bas de la figure, là, on te présente des rapports expérimentaux. Donc, ici, c'est juste pour te rappeler que Mendel a découvert le rapport phénotypique 9331, qui est un rapport théorique sur un grand nombre de croisements. Mais dans la vie, on peut faire pousser juste une certaine quantité de petits pois, puis lui, Mendel, disons, à partir de ce résultat expérimental-là, ben, il en a déduit que ça donne environ 9, 3, 3, 1. Mais tu vois, ton 1 ici, c'est 32. Donc, 9 fois 32, qu'est-ce que ça donne? Ça donne à peu près 300. Là. 9, 3, 3, 1. 3 fois 32, ça donne à peu près 100. Mais tu vois ici, il y en a eu 108 comme ça, puis 101 comme ça. Donc, c'est pas arrivé flush, parce qu'on travaille avec des organismes vivants, puis ça se peut qu'il y ait eu un petit peu de mortalité, un petit peu plus de mortalité, ou c'est juste le fruit du hasard aussi, là. Donc, on n'a pas nécessairement obtenu là, un rapport parfait. Donc, on va aller voir. Ouais, OK. Fait que donc, ça nous permettrait de compléter ce premier concept-là. La loi de l'assortiment indépendant stipule que les allèles d'une paire pour un gène donné se répartissent dans les gamètes indépendamment des allèles d'une paire pour un autre gène. Quand on se met à étudier là, des deux gènes simultanément, ben, ils ne seront pas nécessairement hérités ensemble. Sinon, on aurait obtenu ce rapport-là. Ça aurait été le rapport phénotypique 3-1. Là. Parce qu'en fait, si grand J était toujours avec grand R et petit J avec petit R, ben, qu'est-ce qu'on aurait comme croisement possible? On aurait ce quadrillage, cet échiquier-là. Donc, grand J, grand R, grand R. Grand J, grand R, petit R deux fois.
Puis petit j, petit r, petit r. On a encore notre diagonale ici, là, avec une symétrie de chaque côté, puis des génotypes uniques sur la diagonale. Mais ce qu'on observerait comme rapport phénotypique, ce serait un rapport phénotypique 3-1. Sauf que expérimentalement, ce qu'on observe, c'est 4 phénotypes différents et non pas 2 phénotypes différents. Et selon un rapport, justement, 9-3-3-1. Pourquoi? Parce que grand J, grand R se retrouvent ensemble, mais on retrouve aussi grand J avec petit r. Et on retrouve petit g avec grand R et petit g avec petit r. Donc, ça nous donne les 16 possibilités de rencontres ici. Donc, si on revient à notre concept-là, donc, les allèles d'une paire d'un gène se répartissent indépendamment des allèles d'une paire pour un autre gène. Les descendants d'un croisement dihybride. Donc ici, on parle donc de la génération F1, parce qu'on parle de la génération hybride, et non pas de la génération parentale, de la lignée pure des parents. Et on dit dihybride parce que, tout à l'heure, on avait... Est-ce qu'on l'avait mono-hybride? Oui, c'est ça, on avait mono-hybride ici. Puis là, on a dihybride là. Dans le fond, ce que ça veut dire ici, c'est qu'on s'intéressait à un caractère, puis là, on s'intéresse à 2 caractères, tout simplement. Donc, les descendants d'un croisement dit hybride, individus hétérozygotes pour 2 gènes, si on parle de la F1 ici. Donc, mais les descendants ici, on parle de la F2, présentent 4 phénotypes dans une proportion de 9, 3, 3, 1. Donc, un rapport phénotypique qu'on va prendre l'habitude de reconnaître. Alors que ici, tout à l'heure, on avait le rapport 3-1 pour des croisements mono-hybrides. Ben, pour un croisement dihybride, on a un rapport 9-3-3-1. On établit donc une distinction entre l'apparence ou les caractères observables d'un organisme, ce qu'on appelle son phénotype, et sa constitution allélique, qu'on appelle son génotype. On va pouvoir s'arrêter ici, après ce long vidéo, je pense le plus long de la série, mais en réalité, ce que je vais vous dire, c'est que ça, c'était une première approche. Ça va prendre beaucoup de sens quand on va se mettre à faire des problèmes de génétique, puis c'est de le faire puis de le refaire. Donc, si tu as écouté cette vidéo-là pour une première fois, j'imagine que ça a été un peu laborieux. Tu as dû peser sur pause ou il y a plusieurs morceaux que tu as l'impression de ne pas comprendre, j'imagine. C'est normal. Sauf que ce que je t'invite à faire, c'est qu'on va poursuivre ensemble, on va se diriger vers les autres objectifs, puis se mettre à faire des problèmes de génétique. Puis peut-être que ce serait pertinent de réécouter cette vidéo-là à la fin ou vers la fin de la session, dans quelques jours, quelques semaines, pour valider ta compréhension de ces 2 lois de Mendel. Donc la première loi qui s'intéresse au fait que ce sont des particules qui vont être transmises de façon héréditaire, les allèles, présentes en 2 copies chez un parent, mais en une seule copie dans ses gamètes. Puis la deuxième loi, c'est l'idée que ces particules sont héritées de façon indépendante. Donc, si on s'intéresse à plus d'un caractère héréditaire, on peut analyser la transmission de ces caractères-là de façon indépendante pour nous donner des probabilités de rencontre plus complexes, nous faire générer des échiquiers à 16 cases avec des rapports phénotypiques attendus de 9, 3, 3, 1, alors que c'était seulement 3, 1 pour un croisement monohybride. Donc, on va aller cocher ça ici. Puis là, pas de panique encore là. Il nous reste peu de temps à la session, mais on chemine dans la mesure du possible avec le temps qu'on a. Puis on va quand même avoir abordé les apprentissages essentiels du cours avec le temps qui nous reste. Donc on coche ça, puis ça ici, c'est disparu, puis on va se retrouver un peu plus tard. Bye bye!